Je suis vraiment contente d'être encore aujourd'hui avec vous et féliciter l'équipe pour la qualité de cet atelier, comme à l'accoutumée, qui m'a l'air super bien réussi. Donc moi je vais continuer un petit peu sur sur le volet androgénétique après la présentation de mon ami Hafed pour parler un petit peu plus des causes géniques de l'infertilité masculine. On va voir que c'est extrêmement complexe, hétérogène d'abord, complexe. Et c'est vrai qu'il y a le NGS aujourd'hui qui sort et qui amène avec lui beaucoup d'informations, de nouveaux gènes, etc. Mais quel est l'intérêt pratique et l'impact de ces résultats dans la pratique de l'androgénétique? Alors, je commencerai par cette diapo qui me semble intéressante. En fait, c'est juste pour situer un petit peu la problématique, qu'on voit que l'écosystème de l'infertilité masculine est très complexe. Il y a bien sûr plein de causes, mais vous voyez un petit peu la proportion des causes géniques, génétiques, même pas que géniques, c'est-à-dire à la fois chromosomiques et géniques, qui restent assez faibles, finalement très modestes, à peu près 10%. Et la grosse part revient à des causes idiopathiques. Il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas sur le... On pense qu'il y a un substratum génétique, peut-être pas de la génétique classique, pas des formes monogéniques qu'on recherche, peut-être d'autres mécanismes, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais voilà, dans 60% des cas d'infertilité masculine, on reste ce terme de cause idiopathique. Et si on regarde un petit peu plus le détail de ces causes idiopathiques, vous avez la partie de... Est-ce que ça marche, ça, le curseur? Oui, voilà. Vous avez ici, en fait, la plus grosse part, c'est les oligospermies modérées pour lesquelles on n'a pas de diagnostic. Dans 80% des cas, on n'a pas d'explication. Alors que dans les causes géniques, c'est essentiellement dans les azoospermies, je vais y revenir, on a des phénotypes, des causes monogéniques. Il y a aussi les microdélétions de l'Y, etc. Donc il y a des tests en pratique qu'on peut proposer. Alors, cette petite figure résume bien un petit peu ce qu'il en est des causes génétiques de l'infertilité masculine. Donc, ce qu'on a vu un petit peu, c'est toutes les causes chromosomiques avec Hafed. Il y a bien sûr les microdélétions de l'Y et puis les causes monogéniques. Dans les azoospermies, surtout dans les azoospermies et les oligospermies sévères, il y a des gènes, des phénotypes qui sont bien connus aujourd'hui. J'y reviendrai, le CFTR, etc. Les globosospermies, les macrocéphales aussi, qui sont bien connus. Alors, on se pose peut-être la question, quel est l'intérêt finalement, donc quelle est la valeur ajoutée de la génétique dans la prise en charge en tout cas, de l'infertilité masculine il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est pour faire bien sûr un diagnostic précis, pour une prise en charge optimale, et on en parlait tout à l'heure, pour instaurer des mesures préventives. Des fois, par exemple, pour un syndrome de Klinefelter peut-être, ou une microdélétion de l'Y type C, on peut faire programmer une biopsie testiculaire pour une cryoconservation. Donc il y a un intérêt de mesures préventives pour peut-être une PMA ultérieure. Il y a aussi d'éviter, c'est très important d'éviter des gestes invasifs. Si j'ai une mutation ORCA-C, par exemple, donc il y a soit en termes de coûts, malheureusement les tentatives de PMA sont vouées à l'échec, on en reparlera, ou lorsque j'ai une microdélétion de AZF-A par exemple, là aussi, donc le pronostic est très réservé. Il y a aussi un intérêt très important pour le conseil génétique. Parce que si je suis dans une forme monogénique, je suis dans une transmission peut-être autosomique récessive, il va falloir ce couple qui va faire donc une PMA et avoir un enfant, il faut que je puisse l'informer sur le risque de récurrence par rapport à sa descendance. Et le patient lui-même, le monsieur qui est infertile, s'il a une mutation CFTR, d'accord, il a ce problème de fertilité, mais il risque peut-être aussi d'avoir d'autres maladies, des problèmes de santé associés. Il peut avoir il a une agénèse des canaux déférents, mais il peut avoir une dilatation des bronches, etc. Donc il y a un conseil génétique pour lui, pour le patient et pour sa descendance à faire, et même pour les autres apparentés, parce que vous avez vu que des fois ça s'étale aussi sur la fratrie, etc. Et il y a aussi, d'un point de vue plus général, une meilleure compréhension, donc pour essayer un petit peu d'améliorer la prise en charge des patients, des nouvelles thérapeutiques, etc.
Alors, de façon pratique, on a donc plusieurs outils. Donc, avant un petit peu de voir les différents types de causes géniques, on a plusieurs outils dont on dispose en biologie moléculaire pour faire des diagnostics de ces mutations. Et peut-être toute l'expertise, c'est un petit peu de choisir le test le plus approprié, d'accord? Parce qu'on est dans un pays où on a quand même la contrainte de l'argent, on n'a pas de prise en charge, et c'est des tests qui sont coûteux. Et donc, voilà, faire un test un petit peu ciblé bien indiqué pour chaque patient. Et donc, bien sûr, il y a les outils de biologie moléculaire classique que vous connaissez. Donc, ici, on a des PCR, simples PCR ou des PCR multiplex. On peut faire du sanguin quand on a une mutation ciblée. Je vous montrerai des exemples. Et il y a aussi, maintenant, ce qui est à la mode, c'est le NGS, donc le séquençage à haut débit, qui est aussi, qui a vraiment beaucoup facilité un petit peu l'approche d'analyse de certains gènes de manière un petit peu plus simple, mais qui reste encore non accessible en routine un petit peu à tous nos patients. Et je voudrais peut-être m'arrêter, je ne sais pas si peut-être c'est un petit peu important de le préciser, c'est que quand on dit terme de NGS, c'est très vaste, c'est-à-dire c'est un séquençage en masse, rapide d'un grand gène, mais sachez que même dans des maladies monogéniques, par exemple une agénésie bilatérale des canaux déférents, je cible le CFTR, je peux le faire aujourd'hui par NGS, donc je peux analyser un seul gène, d'accord? Alors qu'avant, si je faisais par Sanger, c'est 27 exons, donc c'est beaucoup de PCR, c'est très long, il y avait même à l'étranger, pas tous les laboratoires qui le faisaient en routine. Donc je peux analyser un seul gène. Des fois, et c'est souvent le cas pour les maladies génétiques, il y a une hétérogénéité. Par exemple, si vous prenez le phénotype MMAF, on a plein de gènes. Donc, on peut imaginer qu'on va utiliser un panel, c'est-à-dire, en fait, on va analyser plusieurs gènes en une seule manipulation pour répondre à une question. Des fois, vous avez le terme exome, c'est-à-dire, en fait, on va analyser toutes les régions codantes des gènes. Donc, il y a les exomes cliniques et même il y a les whole exomes, les 20 000 gènes. On va analyser les exomes des 20 000 gènes. Il y a même le génome. Donc, vous voyez que techniquement, on devient très performant. D'accord, il y a plein de plateformes qui vous offrent ces technologies. Mais après, d'un point de vue pratique, quand vous êtes devant le patient, quel test prescrire? Et sachez aussi que ça va de pair aussi avec la bioinformatique. Plus vous générez de data, plus vous analysez, en fait, vous séquencez, plus il y a de data qui sont générées. Il y a un gros travail bioinformatique, il y a beaucoup de variants qui sortent. Et toute la difficulté, c'est d'associer tel variant à la pathologie ou au phénotype de votre patient. D'accord? Donc, en fait, plus on creuse et plus ça se complique. L'interprétation, c'est pas toujours évident. Donc, on va voir des exemples peut-être concrets. Donc je reviens un petit peu à des choses plus dans la continuité de ce qu'a présenté Hafed, donc avant d'aborder vraiment les choses, les cas, les anomalies géniques. Il y a les microdélétions du chromosome Y. On a insisté, on a dit que c'est dans les recommandations devant un homme infertile, une azospermie, une oligospermie sévère. Il faut, par l'élément karyotype, ou lorsque le karyotype est normal, faire aussi donc une PCR multiplex pour rechercher ces microdélétions. Donc c'est quand même une prévalence de 1 sur 2500. Et c'est la deuxième cause des azospermies et oligospermies sévères après le syndrome de Klinefelter. Donc de façon pratique, le chromosome, donc en fait, l'anomalie se situe le locus AZF et au niveau de la partie euchromatique du bras long du chromosome Y, où c'est une région qui est relativement riche en gènes, qui interviennent dans le développement testiculaire, dans la spermatogénèse. Et donc, il y a 3 sous-régions à ce niveau-là, AZF A, B et C. Et c'est des régions où il y a des séquences répétées, qui sont palindromiques, qui sont très très proches, qui se ressemblent. Et donc, ça favorise des recombinaisons inégales intrachromosomiques. C'est ce qui explique ces microdélétions. C'est des microdélétions qui sont acquises. C'est un mécanisme, c'est des néomutations, c'est des mécanismes nouveaux qui surviennent, mais et qui ne surviennent pas un petit peu avec la même fréquence. Par exemple, la plus fréquente, et heureusement d'ailleurs, c'est l'AZF-C, c'est la microdélétion AZF-C,
Moi, je retiens que C, c'est pour chance, c'est le pronostic le plus favorable. Hein. Donc, c'est à peu près dans 60% des cas. Des fois, on peut avoir une combinaison microdélétion AZF-B seul ou association B plus C ou même A, B et C. Et heureusement, la forme la plus sévère, hein, l'AZF-A, est quand même le plus rare. Alors, donc, de façon pratique, nous, on fait, par exemple, au service et à la BOMAC aussi, donc, le diagnostic donc, de ces microdélétions par PCR multiplex. Et en fait, on utilise, donc c'est un master mix, et on va utiliser 5 couples d'amorces pour cibler les 3 régions donc AZF. Et voilà un petit peu l'exemple de résultat. Donc, on fait migrer ça sur un gel, hein, c'est une électrophorèse. Et par rapport à un marqueur de taille, est-ce que j'ai le curseur? Oui, voilà. Donc par rapport au marqueur de taille, vous voyez bien que là, par exemple, il y a les 3 bandes. Hein, donc c'est un individu normal. Ici, on a une délétion de la ZFB qui est absente. Ici, dans ce cas-là, on a une double délétion B et C. Alors, c'est très utile de pouvoir faire après donc un diagnostic de microdélétion de l'Y, de faire un conseil génétique. Ça a à la fois une valeur pronostique, parce que vous allez pouvoir un petit peu juger de l'indication et de la pertinence d'une biopsie testiculaire. Donc, on sait que c'est ce qu'on a dit ce matin, 2 fois même, pour la ZF A et même peut-être pour le B, le facteur, enfin le pronostic est très péjoratif. Alors pour le C, c'est plutôt de bons pronostics. Donc, on peut tenter une cryoconservation des spermatozoïdes pour une ICSI éventuelle. Et il faut aussi pouvoir faire un conseil génétique à ces couples. S'ils font une tentative de PMA, qu'ils ont un enfant, un garçon en l'occurrence, il va hériter cette anomalie du papa. D'accord ? Il va l'hériter, mais bon, on est obligé de les informer, mais il y a bien sûr une possibilité après de prise en charge à l'âge adulte, comme en a bénéficié le papa aussi. Donc il y a un intérêt à la fois pronostique, thérapeutique et de conseil génétique. Enfin, peut-être, je peux prendre des questions au fur et à mesure, si vous voulez, ou j'enchaîne. Vous voulez enchaîner parce que la partie pratique nous attend. D'accord, ok, d'accord. Alors, j'en arrive maintenant au NGS, et donc on va faire un petit peu Enfin, je voudrais vous présenter un petit peu un état des lieux, des actualités par rapport à ça dans le domaine de l'infertilité. Il y a 2 choses importantes. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du NGS aujourd'hui, mais il faut dire que pour l'infertilité masculine, elle a été une des rares, enfin, elle a pris, on va dire, le train en marche assez tardivement, d'accord, par rapport à d'autres maladies génétiques. Et une des causes majeures, c'est ce qu'on appelle, nous, en génétique, le fitness des maladies. C'est-à-dire que comme dans l'infertilité, il n'y a pas il y a un arrêt à la génération, donc il n'y a pas de génération suivante. On a du mal à voir des familles, d'accord, pour pouvoir identifier des gènes, d'accord. Donc c'est l'absence de famille à analyser qui fait que on est limité, le NGS n'a pas beaucoup avancé un petit peu dans la fertilité masculine. Mais bon, toujours est-il qu'il y a quand même, malgré un petit peu un départ assez timide, il y a des données intéressantes qui sortent aujourd'hui. Il y a beaucoup même de gènes qui sortent grâce au NGS dans le domaine de l'infertilité masculine. Et donc c'est un petit peu ce qui a été rapporté par le consortium de l'infertilité, des aspects génomiques de l'infertilité masculine, hein, dans cette publication de 2022, où on voit un net passage dans les publications, dans les articles aujourd'hui du SANGER au NGS. Et surtout avec le whole exome sequencing, d'accord, qui reste la méthode prédominante, suivie par le panel. Hein. Tant que ça, aussi bien, mais peut-être plus dans un contexte, on va dire, de recherche, d'identification de gènes, qu'en pratique courante. Hein. Ce n'est pas encore quelque chose qui est de pratique très courante. Et aujourd'hui, il y a un très grand nombre de ce qu'on appelle les gene-disease relationships. Alors, on va dire de nouveaux gènes qui sont associés à des phénotypes d'infertilité masculine qui sortent grâce à ces outils de NGS dans les publications, on va voir, mais ils ne sont pas tous d'application clinique, hein, en routine encore, parce que c'est assez compliqué.
d'identifier leur validité clinique. Et pour cela, donc, il y a dans ce consortium, ils se sont amusés à regarder un petit peu dans chaque publication les nouveaux gènes qui servent et d'évaluer leur importance en fonction de la qualité de l'analyse, du phénotype des patients. Est-ce qu'il y a eu des études fonctionnelles pour valider ces nouveaux gènes et ces variants, d'accord? Et bien sûr, la classification aussi qu'on utilise, l'ACMG, qu'on utilise pour les résultats du NGS, lorsque vous avez un variant, parce qu'on a une classification en 5 catégories, est-ce que c'est un variant qui est franchement pathogène? Est-ce que c'est un variant qui est probablement pathogène? Mais il y a beaucoup aussi de variants de signification inconnue, donc on ne sait pas trop est-ce qu'ils sont causaux ou pas, d'accord? Et il y a même des variants qui sont bénins ou même franchement, potentiellement bénins ou franchement bénins, d'accord? Et donc c'est comme ça que ces gènes qui sont aujourd'hui associés à des phénotypes d'infertilité masculine sont classés soit en termes de statut, soit c'est des gènes, on va dire, à effet modéré ou à effet fort, ou même qui sont définitivement considérés comme pathologiques, d'accord? Et vous concevez bien que peut-être seuls ceux qui sont à effet définitif ou suffisamment strong, fort, ont un impact clinique. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près, d'après ce consortium, en 2022, il y aurait 104 gènes qui sont associés à 120 phénotypes d'infertilité masculine. D'accord ? Vous voyez que ça va vraiment à différents phénotypes d'infertilité. Donc, par exemple, vous avez 60 gènes qui sont associés à des ordres endocriniens avec une infertilité. Dans les infertilités isolées, à peu près 36 gènes. Et ça concerne surtout des entités que vous connaissez bien, soit des anomalies morphologiques ou de motilité, comme les globosospermies, les macrocéphales, les acéphaliques, donc les agénésies bilatérales des canaux déférents, donc avec le gène CFTR. Et il y a aussi donc à peu près une vingtaine de gènes, 17 gènes, qui sont associés aux infertilités syndromiques. Ce qui est frappant aussi, c'est que par rapport au mode de transmission, donc de ces formes monogéniques, un petit peu de ces phénotypes d'infertilité, on a une prédominance des formes autosomiques récessives. Et vous savez qu'on dans notre pays, on est un pays qui reste encore à fort taux de consanguinité. Et donc, on suppose que ces formes-là doivent être chez nous. C'est peut-être qu'elles sont juste sous-diagnostiquées. Voilà. Mais en tout cas, c'est le mode de transmission le plus prédominant. Alors, dans les diapos suivantes, j'ai un petit peu essayé de regarder la répartition de ces différents gènes par phénotype. Et donc, dans les infertilités masculines, il y a chaque fois des nouveaux gènes qui sortent. Regardez, par exemple, juste entre 2018 et 2022, il y a 15 nouveaux gènes dans les azospermies non obstructives et les oligosospermies. Le nombre de gènes qui sont impliqués dans le phénotype MMAF a triplé par 15. Et avec ça, on ne couvre pas tous les phénotypes. Il y a, c'est-à-dire même en faisant donc du NGS, on sait qu'il y a peut-être encore d'autres gènes MMAF qu'on n'a pas identifiés. On recouvre uniquement 50%. Il y a bien sûr les phénotypes classiques, les anégénésies bilatérales des canaux déférents que vous connaissez, avec le CFTR, mais il y a un deuxième gène qui est lié à l'X, qui est le ADGRG2, qui est impliqué dans 20% des cas. Et il y a tout ce qui est anomalie morphologique. Alors, pareil, dans les infertilités syndromiques, là aussi, il y a plusieurs gènes qui n'ont pas tous une validité clinique, mais c'est quelque chose qui évolue continuellement et vraiment à suivre de très très près, parce que vous avez peut-être un gène qui est aujourd'hui classé avec un statut modéré, qui va peut-être passer à un statut dans des études très proches, d'accord. Donc c'est vraiment ça bouge énormément. Et il y a aussi à peu près 60 gènes aussi pour les syndromes avec anomalie endocrinienne et une infertilité. Notamment, vous avez ici le syndrome de Kallmann, vous avez l'hyperplasie congénitale des surrénales, plein de phénotypes. Donc j'aime bien cette diapo parce que là elle vous résume un petit peu l'état actuel des choses. En 2022, vous avez tous les gènes
qui sont associés à l'infertilité masculine, soit au niveau, donc, au niveau de organique ou au niveau cellulaire. Et il y a un code couleur pour dire que ceux qui sont validés cliniquement, donc c'est les rouges, c'est ça, il y a les rouges, il y a... c'est pas des rouges, hein, c'est un bordeaux, hein, c'est les bordeaux, d'accord. Il y a les oranges pour un statut fort et il y a un orange plus clair, hein, pour les statuts modérés, d'accord. Mais voyez que c'est extrêmement hétérogène. Alors, donc, je choisis de parler de quelques formes qui sont les plus classiques et surtout qui sont de pratiques un petit peu quotidienne en androgénétique aujourd'hui. C'est bien sûr d'abord le CFTR, qui est impliqué donc dans les azoospermies obstructives et qui représente à peu près 5% de l'ensemble des infertilités masculines. Et ce que je disais aussi, c'est que pour le CFTR, donc c'est extrêmement hétérogène parce que vous avez cliniquement c'est autosomique récessif, d'accord, mais vous avez des formes infantiles avec la mucoviscidose, la maladie classique que vous connaissez, la mucoviscidose, et vous avez donc in extrême, vous pouvez avoir un monsieur qui a juste une agénésie bilatérale des canaux déférents. Et cette variabilité phénotypique est due en fait au type de mutation. Il y a des mutations à effet léger, hein, mild, et des mutations à effet sévère. Et donc, dans le cas des agénésies des canaux déférents, la bonne chose, c'est que la fonction testiculaire est normale et qu'on a une possibilité de conception par TC combinée à l'ICSI, suivie d'un diagnostic préimplantatoire. Mais là aussi, il faut savoir, et il faut expliquer ça au couple, c'est qu'il y a un risque de mucoviscidose dans la descendance. Et il faut obligatoirement évaluer le statut de la femme, de la conjointe, et donc faire une analyse du gène CFTR chez elle pour pouvoir faire un conseil génétique. Parce que, bon, d'accord, ils vont avoir un enfant, mais il y a un risque qu'il soit atteint de mucoviscidose, pourvu que la femme soit hétérozygote pour une mutation CFTR. Alors, autre chose aussi, c'est que pour le CFTR, lorsqu'on prescrit un test pour un patient, une analyse CFTR pour un patient, il faut être un petit peu regardant aussi sur la technique qui va se faire. Vous savez que c'est un grand gène, il y a plus de 1500 mutations. Et alors, ce qui se fait un petit peu en France et de manière en première intention, on va dire, c'est qu'en fait, ils recherchent les mutations les plus fréquentes grâce à des trousses commerciales. Et vous avez à peu près, ils recherchent une trentaine de mutations. Mais ce n'est pas forcément adapté à nous, à la population marocaine, hein, parce que ça, il s'est avéré que c'est des mutations caucasiennes et on ne connaît pas trop le profil des mutations marocaines chez nous. Donc, vous pouvez prescrire un test comme ça pour votre patient infertile. Bon, il va revenir normal, mais ça n'exclut pas. Donc, il faut regarder de manière critique ce qui a été recherché. Idéalement, c'est en fait de vous assurer que vous avez analysé la totalité du gène CFTR pour exclure une mutation, pas qu'uniquement que ces trousses-là. Et donc ça peut se faire par Sanger, bien sûr, ça s'est fait pendant des années par Sanger, mais c'est assez fastidieux et laborieux, mais heureusement aujourd'hui ça se fait par NGS, et on peut même rechercher des grands réarrangements, parce que des fois on ne trouve pas des mutations ponctuelles, mais c'est des grands réarrangements du gène CFTR, qui ont été rapportés chez des patients avec des anagénésies bilatérales des canaux déférents, notamment des patients maghrébins. Il y a des publications dans ce sens-là, et donc il faut aussi s'assurer qu'on recherche également ces grands réarrangements. Alors le deuxième gène aussi qui est sorti plus tard, hein, en 2016, dans les agénésies bilatérales des canaux déférents, c'est le ADGRG2, qui a un mode de transmission différent. Il est récessif lié à l'X, et il est responsable de 20% des ABCD. Donc on doit y penser, on doit l'investiguer lorsque le CFTR revient normal. Alors, concernant ensuite le profil donc au spermocytogramme, et donc c'est pour ça que c'est très important, je pense que vous avez longuement assisté un petit peu sur ça, l'importance du spermocytogramme, l'aspect macrocéphale multiflagelle. Au Maroc, il s'est avéré qu'on a, et même pas qu'uniquement au Maroc, hein, dans la région Afrique du Nord, parce qu'il y a une mutation avec un effet fondateur au niveau du gène ORCAC. Et donc, lorsqu'on a ce profil-là,
Bon, ça ne sert absolument à rien parce que malheureusement, ça arrive encore. On a des aberrances, des patients qui sont adressés pour un cariotype, avec un profil comme ça. Donc, nous, un petit peu, on les contourne, on redresse un peu. Ce n'est pas la peine de faire un cariotype. On va directement rechercher cette mutation-là, la 144 DLC, qu'on retrouve mutée dans 86% des allèles. Donc, c'est vraiment la mutation prédominante lorsque vous avez un phénotype franc de macrocéphale à plus de 60%, macrocéphale multiflagelle. D'accord ? C'est un test très simple donc ciblé par PCR séquençage. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, c'est un électrophorégramme et vous voyez bien qu'ici, sur un profil normal, on a 4 pics de C et ici, on a la délétion d'un C. D'accord ? Et donc, c'est homozygote. Et il se trouve même qu'il y a en fait, pour ce profil-là, il y a une deuxième mutation pour le gène ORCAC. Si vous ne trouvez pas cette mutation, on complète par la recherche de la deuxième mutation, qui est moins rare, mais donc c'est cette mutation-là, la Y248, donc c'est mutation stop, qu'on retrouve dans 13% des cas. Et avec ces deux mutations, on couvre un petit peu, pratiquement 100% des cas d'ORCAC qui pourraient être mutés avec un phénotype franc au-delà de 60%. Alors, ça a un intérêt majeur pour le conseil génétique et pour le choix de la PMA, pour discuter justement l'indication de la PMA. Il nous est arrivé des fois de recevoir des patients qui ont déjà fait des tentatives de PMA avec échec, et je veux dire, c'est après qu'on identifie cette mutation. Donc, malheureusement, le pronostic reste très péjoratif, et donc, par carrément de proscrire toute PMA, parce que justement, ces spermatozoïdes sont polyploïdes. Et donc, l'alternative dans notre contexte marocain, c'est l'adoption pour ces familles-là. Et donc, il faut pouvoir expliquer ça aux couples en conseil génétique et les accompagner. Par contre, dans les cas où des fois on analyse tout le gène ORCAC, on a des spermatozoïdes macrocéphales de manière, je veux dire, significative, mais on ne trouve pas de mutation ORCAC. Donc là, peut-être tenter une sperme fiche pour essayer d'évaluer le taux de ploïdie et peut-être tenter, mais peut-être Dr Lonchi aura un petit commentaire sur ça, une ICSI si on a un taux intermédiaire avec un diagnostic préimplantatoire. Alors, concernant ensuite les globosospermies, donc on est toujours un petit peu, ça c'est les profils qu'on connaît bien et je veux dire, pour lesquels on a heureusement des gènes à analyser et vous voyez, c'est vraiment les rares cas, il n'y en a pas beaucoup, donc il y a la macrocéphalie, il y a les globosospermies, là c'est autosomique récessif et vous avez donc des spermatozoïdes à tête arrondie sans acrosome. Et il y a un gène majoritaire, le DPY19L2, qui est en cause dans 90% des cas. Et il se trouve que dans ce gène-là, donc dans 80% des cas, la cause c'est une délétion homozygote d'exon. D'accord ? Donc il y a bien sûr d'autres gènes, mais en tout cas c'est le gène majoritaire et c'est important là aussi de pouvoir rechercher cette délétion de ce gène et de faire un conseil génétique, et c'est plutôt un bon pronostic pour l'ICSI parce que avec activation artificielle des ovocytes à la phospholipase zeta, on arrive à mettre, à aller au terme d'une PMA. Donc c'est un diagnostic là aussi qu'on fait au service. Pour lequel on n'a pas beaucoup de demandes. Je ne sais pas, est-ce que peut-être on y pense, enfin probablement, c'est que les patients ne savent pas que, ou en tout cas les cliniciens ne savent pas que c'est un test qui est disponible au Maroc. Alors les globosospermies, donc j'ai l'exemple de ce patient-là de 36 ans qu'on avait vu, qui avait au sperméocytogramme donc des spermatozoïdes avec tête arrondie dépourvus d'acrosome, et on n'a même pas besoin de séquencer, donc parce que c'est des délétions d'exons, donc qui sont visibles sur un gel, donc c'est une simple PCR avec électrophorèse, et vous voyez qu'il avait des délétions au niveau de l'exon, donc c'est au niveau du couloir 2, exon 2, de l'exon 10 et de l'exon 17. Donc c'est ce qu'on trouve dans 80% des cas, et on a un petit peu le diagnostic moléculaire dans ces cas-là. Alors, par contre, si on ne trouve rien, ça n'exclut pas. Alors, c'est peut-être d'autres mutations plus rares du gène DPY19L2, ou c'est peut-être même d'autres mutations une mutation au niveau d'un des autres gènes qui sont plus rarement impliqués. Et donc là, dans des cas comme ça, on a bien sûr recours au NGS. C'était le cas de ce patient-là.
donc chez lequel on n'avait pas trouvé la délétion du gène DPY19L2 et on avait fait donc un séquençage à haut débit, on avait analysé le DPY19L2 mais regardé aussi les autres gènes et on avait trouvé une mutation ponctuelle chez lui qui était connue pathologique, donc mutation délétère. Alors, dans le cas des spermatozoïdes pinhead, donc les acéphaliques, là aussi, il y a un gène majoritaire, il y a plusieurs gènes, mais il y a au moins un majoritaire qui sort, le SUN5. Donc, c'est des notions importantes en épidémiologie moléculaire, parce que lorsqu'on est un laboratoire avec peut-être des ressources limitées, et lorsqu'il y a un gène comme ça qui sort, c'est des choses qui sont accessibles, on peut mettre ça au point, rechercher au moins ça pour les patients en première intention à faible coût et puis peut-être si on ne trouve rien, là discuter l'indication du NGS parce que malheureusement tous les patients ne peuvent pas encore se payer un séquençage au débit. D'accord et là aussi c'est plutôt un bon pronostic et donc il y a moyen de rechercher de manière ciblée les mutations les majoritaires donc, au niveau du gène SUN5. Alors, pour le profil MMAF, là, il y a plusieurs gènes, sur la diapo suivante, mais il y a le DNAH1 qui semble être le majoritaire dans à peu près jusqu'à, on va dire, un peu plus de 40% des cas. Donc après, sinon c'est extrêmement hétérogène et encore, la liste, elle s'allonge à chaque fois. Tous ces gènes-là sont impliqués dans le MMAF. Donc c'est extrêmement hétérogène. Dans des cas comme ça, il faudrait recourir au NGS et voir un petit peu ce qu'on peut ressortir avec. Sur le plan pronostic, là aussi, c'est plutôt un bon pronostic pour la PMA. Voilà, donc voilà ce que j'avais un petit peu à dire pour les différents morphotypes. Voilà ce que j'avais un petit peu à dire pour les différents phénotypes associés à des gènes bien connus. Donc finalement, on se rend compte que de façon pratique, on est assez limité. C'est-à-dire en androgénétique pratique, qu'est-ce qu'il y a Il y a le karyotype, bien sûr, il y a le microdélétion de l'Y, et il y a quelques anomalies au spermocytogramme qui nous orientent vers des gènes particuliers. C'est essentiellement des anomalies de morphotype, de morphologique et de motilité. D'accord pour le reste, à moins de se lancer dans des grandes analyses de NGS, et puis ça complique là aussi. Vous avez vu, il y a énormément de gènes, ils ne sont pas tous avec une validité clinique, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, pour les cas qui sont bien identifiés, je pense que c'est important qu'on ne passe pas à côté et qu'on leur assure au moins un bon diagnostic génétique et pour la suite, ensuite pour un conseil génétique et une prise en charge adaptée. Et puis, peut-être un deuxième message important aussi, c'est que ça évolue énormément et qu'il faut vraiment une vigilance un petit peu scientifique par rapport à tous ces gènes, par rapport aux variants, etc. C'est ce que je disais, ils peuvent être reclassifiés, soit passer vraiment avec une validité clinique ou même sous-classés et très définitivement écartés. On a cet exemple aussi même pour d'autres maladies, pour des variants, quand on a même des variants, vous regardez sur ClinVar, c'est des bases de données qui vous donnent un petit peu le statut de ces variants. Il est aujourd'hui peut-être classé comme un VUS et vous regardez 3 mois après, il redevient franchement bénin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les résultats de NGS, vous n'allez pas, on ne déclare pas tout ce qu'on trouve. On déclare ceux qui sont franchement pathologiques, ou likely pathologiques. Mais effectivement, on trouve plein d'autres variants et on ne sait pas trop un petit peu où les mettre. Des fois, c'est assez compliqué. Alors, juste un petit mot peut-être sur l'infertilité masculine épigénétique. Et vous vous rappelez un petit peu le grand camembert que je vous ai montré au début, où il y a beaucoup de causes qui restent idiopathiques. Et donc, et les causes monogéniques à elles seules n'expliquent pas toute cette grosse proportion pour lesquelles on n'arrive pas encore à tout identifier. Et donc, on pense qu'il y a des mécanismes génétiques qui sont beaucoup plus complexes, notamment l'épigénétique, le digénisme, etc., qui peuvent influencer, qui peuvent intervenir et expliquer cette infertilité masculine. Alors, juste un petit peu pour revenir sur une définition de base de l'épigénétique. Donc, classiquement, dans les maladies monogéniques, on est en train de rechercher une faute d'orthographe au niveau de l'ADN.
un A qui est remplacé par un T ou autre. Au niveau quand on parle d'épigénétique, c'est pas une altération en fait de la séquence d'ADN, mais de l'écosystème un petit peu. Donc c'est une modification des gènes, de la régulation, de l'expression des gènes, sans altérer cette séquence, d'accord. Et c'est des mécanismes très complexes, hein, par la méthylation de l'ADN, par les modifications des histones, par l'intervention de micro-ARN. Et aujourd'hui, on sait que dans la spermatogénèse normale, il y a beaucoup de modifications épigénétiques qui vont survenir. Et donc, de ce fait-là, on suppose que des altérations épigénétiques peuvent affecter cette spermatogénèse normale et donc impacter l'infertilité. Et donc, c'est une piste qui est très intéressante à investiguer et qui pourrait expliquer ces causes qui restent encore idiopathiques. Donc, là, vous voyez bien qu'il y a une reprogrammation épigénétique au cours de la gamétogénèse avec des changements de la méthylation de l'ADN dans le développement des cellules germinales primordiales. Hein. C'est comme en fait si vous aviez des fusibles et vous éteignez, vous allumez certaines régions et des fois il y a donc ça se passe mal, hein, et vous pouvez un petit peu perturber tous ces phénomènes-là et altérer la spermatogénèse. Et aujourd'hui donc on connaît beaucoup de gènes qui sont mis à empreinte dont les dysrégulations de méthylation seraient associées à des anomalies spermatiques, d'accord. Donc c'est assez concret. Il y a beaucoup de gènes qui sortent. Alors après, en pratique, honnêtement, en pratique quotidienne, est-ce qu'on recherche ça en routine au jour d'aujourd'hui? Non, hein. On pourra en discuter après. Mais oui, vous avez. Ce phénomène de méthylation, surtout donc, au niveau de la gamétogenèse, c'est ce qu'on appelle cette situation de méthylation différentielle. Alors, c'est juste pour rester très basique. Un gène, pour qu'il s'exprime, il faut qu'il soit déméthylé. Et quand vous méthylez le gène, il se met sous silence. Pour une fonction biologique bien précise, il nous faut un gène déméthylé qui s'exprime, qui donne de l'ARN, et cet ARN va être traduit en protéines fonctionnelles. Et durant la gamétogenèse, donc, on a un phénomène biologique, c'est qu'on méthyle, on déméthyle pour que la spermatogénèse avance. Et c'est pour ça que vous allez entendre souvent méthyler, déméthyler, lever la méthylation et la méthylation différentielle. Alors, par exemple, quand vous allez vouloir passer l'étape de la spermatide au spermatozoïde, normalement, quand la méiose avance, plus la méiose avance, plus on va fermer les robinets, on méthyle les gènes. Mais pour que la spermatide se transforme en spermatozoïde, il faut que des gènes restent ouverts pour modifier la spermatide en spermatozoïde. Cette histoire de méthylation différentielle, il ne faut pas qu'elle arrive ni trop tôt ni trop tard pour assurer une fonction biologique de maturation. Nous, le problème de la stérilité masculine ou de la spermatogenèse, c'est comme je vous l'ai dit hier, on a une gamétogenèse qui marche, on a une méiose qui marche. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un spermatozoïde mature et compétent. Et cette maturation et de compétence d'un spermatozoïde passe par cette séquence continue de méthylation, déméthylation. Et par exemple, bon, je passe du coq à l'âne. Là, on a un gros projet sur l'endométriose et on a vu, nous, pour notre étude, déjà que le docteur Loungeli est impliqué, que la problématique de l'endométriose, ce n'est pas essentiellement une maladie génétique, c'est plutôt un problème épigénétique. C'est-à-dire des gènes qui vont être impliqués pour réduire le stress oxydant et cette inflammation systémique chez la femme qui a de l'endométriose. Ces gènes, à un certain moment, ils sont plus ouverts, ils sont méthylés, et là, la patiente va entrer dans cette situation. Donc, je dis immuno-inflammatoire systémique, qui va lui... où elle va se trouver dans une situation très compliquée, douloureuse sur le plan confort de vie, sur le plan aussi fertilité. Donc, nous, en fait, en tout cas, les généticiens de la reproduction, c'est vrai que cette histoire de méthylation différentielle, probablement, elle est très importante dans, je dis, la folliculogenèse et la spermatogenèse. En plus, bon, peut-être elle vous en parlera un peu plus tard, c'est-à-dire on a l'ovocyte qui va assurer le développement de l'embryon jusqu'au 3e jour, mais à partir du 4e jour, le génome de l'embryon va être soumis à l'empreinte.
Et c'est pour ça, alors pourquoi c'est le gène du père qui s'exprime pour la couleur des yeux, et c'est pourquoi le gène de la mère qui s'exprime pour la couleur des cheveux. Et tout ça passera par l'histoire de la méthylation. Je pense que le professeur Ratbi est mieux placé que moi pour cela. Oui, c'est un mécanisme en fait assez complexe, merci. Ouais. Mais c'est vrai que ça élargit un petit peu le champ en fait, parce qu'avec le monogénie classique, gène, mutation, un gène, une mutation, on n'est pas en mesure d'expliquer tout. Donc c'est vraiment des champs, des pistes à investiguer un peu plus. Il y a aussi d'autres peut-être pistes aussi à Hayden peut-être un petit peu à dévoiler, à révéler aussi, c'est l'expression, cette histoire un petit peu, et on parle souvent de gènes modificateurs. Vous avez un variant dans un gène qui est impliqué dans la fertilité masculine, mais qui va donner peut-être une expression clinique qui est variable au sein même de la même famille. Hein. Et c'est pas que dans l'infertilité, c'est le cas dans plusieurs autres maladies génétiques. C'est l'expression variable intrafamiliale et interfamiliale et qu'on n'explique pas toujours. Et vous voyez, on vous a mis ici, par exemple, dans cet arbre, vous avez un individu normosperme qui va donner des enfants avec une oligo ou une azospermie carrément, donc un phénotype variable. Peut-être c'est l'implication aussi de gènes modificateurs à investiguer qui peuvent expliquer ces aspects-là. Il y a aussi les cas de digénisme. Digénisme, ça a été rapporté, c'est quelque chose d'assez... qu'on commence un petit peu aussi auquel on s'intéresse. Dans certains syndromes, par exemple dans le Bardet-Biedl, hein, c'est un syndrome polymalformatique qui n'a rien à voir, où on sait qu'il y a des mutations dû à un digénisme, c'est-à-dire qu'en fait vous avez besoin d'avoir 2 mutations au niveau de 2 gènes différents, d'accord, pour faire la maladie. Donc on n'est plus dans du monogénie classique. Et dans les infertilités, ça a été rapporté. Hein, il y a des cas d'infertilité où on a décrit justement des cas de digénisme. Donc on suppose peut-être à creuser un peu plus là aussi. Et puis, il y a aussi tout ce qui est les variations structurales. C'est en fait, on n'est plus dans des mutations ponctuelles, mais dans des grands réarrangements. Par exemple, vous avez des grandes délétions qui emportent un gène entier, ou même un groupe de gènes. Hein, on est pratiquement dans des syndromes de gènes contigus qui peuvent aussi aboutir un petit peu à une perturbation de la spermatogénèse ou même à un arrêt de la spermatogénèse. Et ça a été décrit normalement, notamment aussi pour le gène TEX11, où vous avez une large délétion qui vous donne un arrêt de toute la spermatogénèse. Et puis, il y a aussi toutes les études ce qu'on appelle aujourd'hui les GWAS, les Genome-Wide Association Studies, les études d'association, où là, on est en train de chercher des variants à effet peut-être modéré ou même majeur qui n'obéissent pas à une hérédité classique mendélienne, mais on est plus dans des susceptibilités et qui favorisaient peut-être aussi une infertilité. En tout cas, c'est un petit peu pour essayer de couvrir toutes ces formes idiopathiques. Et ce sera peut-être mon mot de la fin aussi, c'est qu'aujourd'hui, on utilise même l'infertilité masculine comme un biomarqueur de la future santé, l'état de santé en fait, de l'individu. Et on sait que plus il y a de low infertilité, une hypofertilité, plus il y a un risque accru de cancer, de maladies cardiométaboliques, de maladies auto-immunes. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe, avec probablement beaucoup de variants. C'est un processus multi-étapes, plusieurs variants à effet mineur qui s'accumulent pour donner cette implication. Et donc il y a... On a parlé hier de ça, je veux dire, c'est-à-dire le premier indicateur du bien-être, c'est la fertilité. Vous voyez, donc le professeur Ratbi vous le confirme. Hein. Oui, il y a c'est des publications récentes, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses peut-être intéressantes qui sortent sur ça. C'est même un petit peu choquant, même sur la mortalité. Oui, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les aspects génétiques. Peut-être juste retenir, voilà, un petit peu mon message, c'est que c'est extrêmement hétérogène. On est vraiment, on est un petit peu... Il y a la partie émergente de l'iceberg on doit un petit peu essayer toujours de cibler les formes qu'on connaît, pour lesquelles il y a des gènes qui sont bien établis, etc., pour au moins offrir un patient à ses patients.
Le conseil génétique aussi, j'insiste dessus, c'est très important parce que c'est des maladies, il faut dire que c'est des maladies monogéniques qui exposent à d'autres maladies. Pour le patient lui-même, peut être porteur d'autres maladies, donc il a besoin d'une prise en charge et pour sa descendance.